toutes les révolutions numériques ont connu en fait des périodes de bulle. Ça veut dire quand on se rend compte qu'une nouvelle porte des possibles s'ouvre, qu'on a des outils qui permettent de faire ce qu'on pouvait pas faire avant, l'être humain crée une avalanche d'opportunistes, une avalanche de rêveurs. Je les mets dans le même panier, même si la valeur des deux individus sont complètement différentes. Et parfois, il est très difficile de distinguer l'opportuniste, l'arnaqueur et le rêveur confirmé. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Daniel Villa-Montero. Daniel est directeur pédagogique chez Alira, l'école blockchain. Il est aussi l'auteur d'une BD atypique, Alice au pays des cryptos. Bonjour Daniel. Bonjour Delphine. Alors je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Ensemble, on va parler de Web3, de pédagogie, de crypto, même si je sais que tu n'aimes pas ce mot-là. Mais avant de commencer, Daniel, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Bien sûr Delphine. Première date, l'entrée à l'université. Je rejoins l'université de Versailles-Saint-Quentin aux alentours de 2000-2001. Et globalement, j'avais pour ambition de créer des jeux vidéo. J'étais passionné par de l'informatique. Très très tôt, j'ai eu un ordinateur, donc j'étais vraiment très addict de cette technologie-là. Et je rejoins l'université pour pouvoir vraiment travailler dans ce milieu-là. Et je découvre avec grande surprise que l'algorithmie et les mathématiques cachent des problèmes informatiques un peu à soupçonner. Et je décide de continuer à l'université pour faire une thèse d'algorithmique dans les réseaux décentralisés. Assez vite, je suis approché par l'équipe de formation de l'université qui me propose de mettre en place ce qu'on appelle les C2I, les certificats d'Internet et d'informatique, qui est en fait le permis de conduire de l'usage de l'informatique pour les jeunes étudiants en première année à l'université. On est en 2000-2001, ce qui veut dire que tout le monde ne sait pas utiliser un moteur de recherche correctement, tout le monde ne sait pas utiliser une messagerie en ligne correctement, tout le monde ne sait pas utiliser un tableur et un traitement de texte correctement. Et l'État, dans sa grande sagesse, estime que toute personne qui fait des études supérieures en première année doit avoir un minimum d'outillage de ça. Et donc, j'organise avec beaucoup de tuteurs un petit module de 24 heures qui permet de passer le C2I. C'est ma première découverte dans l'information. Je trouve ça passionnant, ce qui fait que quand je finis ma thèse aux alentours de 2010, je rejoins une entreprise de création d'outils métiers pour les PME, donc les ERP. L'enseignement me manque. 1 an plus tard, je rejoins une autre école qui s'appelle Éthique, où en fait, j'enseigne les transitions numériques de notre époque. Le fait de passer d'une société non informatisée à une société informatisée, l'avènement d'Internet, comment il fonctionne, qu'est-ce qui change dans notre paradigme de la transmission de l'information. Je me plais dans cette école. Les apprenants et les étudiants m'adorent et l'équipe m'apprécie. Je deviens donc directeur pédagogique à Éthique en 2014. Voilà la deuxième date. Je continue l'expérience pendant 5 ans. On dirige des parcours en fait qui forment en alternance pendant 3 ans des personnes pour être web développeurs, pour être web designers, pour s'occuper en fait de la transition technologique dans les entreprises. Et je quitte l'aventure, je me mets à mon compte en créant une petite agence avec des anciens et je rejoins Alira aux alentours de 2020-2021 en tant qu'apprenant pour développer en technologie Web3. Une fois que j'ai fini ma formation, je propose ma candidature en tant que directeur pédagogique et comme tu le sais, elle a été acceptée. Voilà. Très bien, merci. Alors, tu dis que le Bitcoin est très mal compris. Et pourquoi selon toi et pourquoi c'est un vrai problème qu'on ne comprenne pas qu'il change profondément? Ouais, en fait, Bitcoin est peut-être l'un des objets les plus difficiles à cerner pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement à beaucoup d'outils, c'est pas une entreprise. En fait, ce qu'on connaît généralement, c'est des choses qui sont portées par un État, par une institution, par une entreprise, par une association. Et en fait, Bitcoin est porté par un protocole. Cela veut dire que tout simplement, c'est un ensemble de règles qui définissent, ce qui fait que si on suit ces règles-là, on arrive à gérer un registre comptable qui permet les transactions entre personnes. Et ce système de registre comptable qui permet de gérer les transactions entre des personnes crée un service qui généralement est délégué aux banques, qui est délégué à des entreprises privées. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'une forme de grammaire numérique, une grammaire monétaire, donc un ensemble de règles, de la même façon que fonctionne Internet, remplace ce que des entreprises ou des institutions sont censées faire. Il y a comme ça une philosophie qui dit qu'on quitte la gouvernance des hommes pour entrer dans l'administration des choses. Et Bitcoin, c'est globalement un peu ça. Il y a quelque chose de très communiste dans la manière de gérer Bitcoin, puisque c'est l'appropriation collective des moyens de production monétaire, comme je m'amuse à dire pour être un peu provoquant. Et en fait, c'est à la fois un système de registre, à la fois un coffre-fort numérique,
à la fois une monnaie numérique qui permet de transporter des frontières, à la fois la possibilité d'accéder à un service pseudo-bancaire pour n'importe qui, puisque créer un compte Bitcoin se fait en 5 minutes. On ne montre pas son passeport, on ne montre pas ses pièces d'identité. Et pour les millions de personnes qui vivent sans pièce d'identité, sans certificat de naissance, c'est quand même assez merveilleux. Donc, on a un objet qui fait ce qu'ont les entreprises font, mais qui n'est pas une entreprise. Et ça, en fait, il n'y a que Internet qui existe comme objet qui fait ça. La plupart du temps, c'est une entreprise, ce sont des humains qui gèrent un besoin. Et en fait, les êtres humains ne sont pas habitués à que des protocoles gèrent leurs besoins. Or, Internet est géré par un protocole. Vous avez une entreprise qui vous permet de vous connecter dedans, mais en fait, c'est pareil, encore une fois, comme Bitcoin, c'est une grammaire, une forme de gérer les choses, un ensemble de règles qui fait que le système se tient. Au-delà de cela, parfois, il y a toujours le mécanisme de c'est trop beau pour être vrai, une monnaie numérique, c'est forcément une arnaque. Donc, on ne va pas rentrer un tout petit peu dans ces détails-là. Je suis un peu blindé à ce genre de remarques puisque j'ai connu la transition d'Internet, la transition de l'ordinateur et à chaque fois, on a des méfiances tout à fait légitimes à une nouvelle technologie puisqu'on ne veut pas naturellement se faire duper par elle. Alors justement, toi, tu as choisi la bande dessinée pour parler de crypto-monnaie, de blockchain, etc. Et pour décrypter un peu ça pour nous, quoi, en fait. Et pourquoi ce format et surtout, qu'est-ce qu'on y comprend qu'on n'aurait pas capté en lisant un article ou en assistant à une conférence? Pourquoi la BD? Alors, la BD pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'était un choix éditorial, qui sont les éditions Faubourg, qui sont venus me contacter pour que je fasse une bande dessinée. Ce qu'on appelle souvent un roman illustré dans ce milieu-là. Et globalement, j'avais été recommandé parce qu'il y avait des anciens qui ont dit que j'adorais raconter des histoires. Et c'est vrai que quand j'enseigne, une de mes méthodes pédagogiques reines, c'est de raconter des histoires. Et j'étais très vite séduit par l'idée du roman illustré de la bande dessinée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de très beaux ouvrages qui parlent de Bitcoin, qui parlent de son fonctionnement, qui parle de son impact géopolitique, de son impact monétaire, du fait qu'il est utilisé par des centaines de millions de personnes aujourd'hui, du fait qu'il transporte plus d'argent que Visa au quotidien. Donc, on a plein d'ouvrages qui expliquent le capot, le fonctionnement de cette chose-là. Sauf que tout ouvrage un peu sérieux demande quand même pas mal d'heures de lecture pour bien s'y plonger. Et en fait, on a tous naturellement une petite curiosité, mais on a tous des journées compliquées. On n'a pas toujours le temps de lire un bouquin entier. Et donc, la bande dessinée était pour moi le support parfait. 1, elle se lit en 40-50 minutes. De 2, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de texte compliqué. C'est l'histoire de quelqu'un. Et c'est là où je voudrais insister un peu, c'est que ce qui manque à Bitcoin, c'est ce qui, en fait, est présent en abondance dans tous les autres pages de notre vie, c'est qu'il manque des histoires. L'exemple que je cite souvent, c'est que, imaginons que je sois surfeur et que j'ai envie de raconter à quel point le surf, c'est génial. Je ne vais pas parler de la résistance des matériaux des planches, je ne vais pas parler de la thermodynamique des fluides qui fait que les vagues se construisent avec du vent et tout ça. Comment fonctionne Internet, tout le monde s'en fout. Par contre, je peux dire ce que c'est que surfer. Je peux dire ce que c'est qu'être sur Internet. Je peux dire en fait ce que c'est que de se connecter à n'importe quelle heure et discuter avec des gens à l'autre bout de la planète. Et en fait, c'est ça qui manquait, en fait, à mon avis, dans la littérature liée à Bitcoin, les cryptos et tout ça. C'est qu'il n'existait pas une histoire qui a raconté quelqu'un qui fait un chemin initiatique pour découvrir ça. En fait, il y a des millions de gens qui utilisent Bitcoin en Europe et en fait, chacun a son histoire. Comment, en fait, ils ont découvert l'objet, comment ils ont fait leur première transaction. La première transaction, on transpire un peu, on ne sait pas si elle a bien marché ou pas. On espère qu'on n'a pas fait d'erreur parce qu'il n'y a pas de service après-vente. On a discuté pour la première fois de Bitcoin en famille, au repas de famille. Est-ce que les gens ont été hostiles ou au contraire curieux? Tout le monde a une histoire particulière par rapport à Bitcoin. Et en fait, j'aime à dire qu'il y a une forme de chemin initiatique et c'est comme Alice au pays des cryptos, ce qui veut dire que dès qu'on découvre en fait des éléments de Bitcoin, on se rend compte que l'objet est beaucoup plus riche et complexe qu'on l'imaginait, que c'est un objet géopolitique, c'est un objet de sécurité, que c'est un objet cryptographique, c'est un objet monétaire, c'est un objet social, culturel. Et par conséquent, en fait, on se plonge dedans. Chaque fois qu'on découvre une parcelle de l'objet, il y a ce côté d'Alice qui tombe dans le panier du lapin et qui change en fait complètement les manières de voir le monde. D'où Alice, effectivement, on décrit ce chemin initiatique. Très bien. Avec le roman graphique, tu parles un peu au grand public, un peu à tout le monde. En tant que directeur pédagogique, comment on enseigne quelque chose d'aussi nouveau, d'aussi mouvant, d'aussi flou, justement que Bitcoin, la blockchain, etc. Est-ce que tu as développé une approche particulière pour embarquer tes apprenants? Comment tu fais? Alors, il y a plusieurs approches. La moyenne d'âge des apprenants chez Alira, c'est 40 d'années. Ok. Quand on a 40 ans, on a connu le monde avant Internet et après Internet, avant l'ordinateur et après l'ordinateur. Donc, on est conscient, en fait, des révolutions numériques qui métamorphosent nos sociétés. Dans un deuxième point, quand on a une quarantaine d'années, généralement, ça fait une bonne dizaine d'années, une bonne vingtaine d'années qu'on a fini nos études. Et par conséquent, on comprend que ce qu'on a appris peut être un tout petit peu dépassé et on a besoin de s'updater.
Et globalement, comment on arrive à simplifier en fait des choses qui, comme tu l'as dit, peuvent sembler un peu floues technologiquement, il n'y a pas 3 milliards de manières. Chez Alira, on met les mains dans le cambouis. Ça veut dire que la première solution qu'on a, il y a un contenu asynchrone, qui sont des vidéos où on explique toute la théorie avec des images, des schémas, des trucs très classiques, ça marche très très bien. Et après, 60 à 75% du temps de formation, c'est en face-à-face pédagogique. Donc ce sont des experts qui vont reverbaliser à leur façon les différents points, qui vont répondre aux questions qui tombent à la volée. Parce qu'en fait, l'important, c'est que quand on a une vidéo, personne ne vous répond, vous avez des questions qui tombent à la volée, et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument régler le doute. Et aussi, on essaye. Ça veut dire que globalement, ils vont tout savoir. Pour l'IA, c'est différent, mais en ce qui concerne les cryptos, ils vont avoir un wallet, ils vont commencer à avoir des cryptos, ils vont se les échanger, ils vont voir quelles sont les applications que l'on peut faire au sein du Web3, donc ce qu'on appelle les applications décentralisées. Et point sublime du cambouis, c'est qu'ils vont devoir créer une application Web3. Une doctrine qui est très claire en pédagogie, c'est que on apprend à devenir forgeron en forgeant. Donc, tu veux comprendre ce que c'est que le Web3, tu vas créer du Web3. Tu vas créer une application décentralisée, tu vas être en compagnie de quelqu'un qui est dans une formation de développement, dont la mission est de créer l'application, mais tu vas réfléchir à l'user case, tu vas réfléchir aux besoins que ça va répondre, tu vas réfléchir aux fonctionnalités qui seraient intéressantes pour un utilisateur, la manière de les aborder. On va te demander de faire des interviews, c'est-à-dire que tu vas interroger des gens dans le métier et tu vas leur demander est-ce que ces genres d'outils dont vous auriez besoin, est-ce qu'ils vous seraient utiles, et tu vas le créer. Donc on est vraiment très éloigné chez Alira de la soutenance PowerPoint. En fait, on a créé un produit. C'est un produit qui est déployé en mode test, si j'ose dire. Donc, on n'a pas créé une startup, mais en l'occurrence, on a touché le réel. Et c'est en fait en touchant ce réel-là qu'on arrive à s'en sortir. Le problème, en fait, avec les sciences numériques, c'est qu'elles sont moins palpables, terre à terre que d'autres disciplines. Et pour le coup, la meilleure solution, en tout cas, c'est ce que j'ai appris en 20 ans en pédagogie, c'est la pratique. Pratique first. Et plus c'est éloigné mentalement, plus il faut le pratiquer pour lui. C'est ça, ouais. Oui, parce que moi, tu me parles de finances décentralisées, j'ai du mal à comprendre ce que ça peut recouvrir. Et j'imagine que nos auditeurs, certains, sont dans le même cas. Est-ce que tu pourrais figurer par un exemple à quoi ça correspond ? Alors, résumons la finance à des mécanismes extrêmement simples, à savoir tout simplement le fait d'échanger des devises. Voilà, je vais échanger des dollars contre des euros, c'est un aspect de la finance, le taux de change. Je veux pouvoir emprunter, donc voilà, je vais pouvoir tokeniser tel actif et pouvoir le collatériser, c'est-à-dire le mettre en réserve, en séquestre quelque part pour avoir le droit d'emprunter pour acheter quelque chose d'autre, comme si j'hypothéquais une maison, d'accord ? Donc tous ces mécanismes de finance ou de l'épargne ou des choses comme ça, ces mécanismes de finance existent. Ils ont des collatéraux physiques et ils ont des institutions, notamment les banques ou les organismes de finance, qui les maintiennent, qui s'assurent en fait de la conformité juridique de ce qu'on est en train de faire et s'assurent qu'il y a une création de valeur qui permet d'alimenter le système financier. Ces systèmes-là, en fait, ont pour support de valeur l'euro ou le dollar, okay, et ont en fait des institutions qui garantissent la valeur et la conformité de cet euro et de ce dollar. La particularité de certaines cryptos, notamment Ethereum, Solana et d'autres cryptos qu'on ne va pas citer ici, c'est qu'elles sont dans une blockchain qui est programmable. Alors, je vais définir rapidement ce que c'est qu'une blockchain. Si on revient sur Bitcoin, on parle souvent d'une monnaie. Comme on le sait, ce n'est pas une monnaie matérielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce de monnaie ou de billet. Quand on a une monnaie qui n'a pas de représentation matérielle, on n'a qu'un seul choix, c'est d'en faire une monnaie scripturale. Donc, c'est une monnaie de livre de compte, d'accord ? Sauf que ce compte n'est pas géré par une banque, il est géré par un registre, donc par une machine automatisée, un programme automatisé qui tourne dans des centaines et des milliers de machines sur Terre, qui est le MEL et qui a des mécanismes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Partons du principe que ces mécanismes fonctionnent, puisqu'ils n'ont pas été compromis depuis plusieurs années maintenant. Et donc, en gros, pour faire simple, si ces mécanismes fonctionnent, on peut créer de la finance dessus. Et certaines blockchains, avec d'autres cryptos, notamment Ethereum et Solana, permettent en fait la création des mêmes services qu'on a connus, mais dans cette technologie-là. Ce qui veut dire que vous n'échangez pas des dollars contre des euros, vous échangez telle crypto contre telle crypto. Vous n'allez pas faire un prêt lombard en hypothéquant votre maison pour pouvoir prendre un prêt. Vous allez prendre par exemple des Ethers ou des NFT ou des Bitcoins. Vous allez les déposer dans un programme. Vous allez dire, voilà, ça c'est ma fortune. Je mets ça en gage, comme un prêteur sur gage. Et en échange, je vais emprunter de la crypto qui a été créée par le protocole. Donc on a ces mécanismes, en fait, si j'ose dire, de dépôt et d'emprunt sous collatéral. Et en fait, c'est totalement automatisé. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui crée ça. C'est un programme qui a été bien défini, qui a défini qu'il y avait de la valeur dans ces cryptos et qui se permet de gérer des cryptos, souvent des équivalents dollars ou euros, qui, eux, ont aussi une valeur parce qu'ils sont collatérisés par le dépôt qui est là-dessus. De la même manière que si je vais dans un casino et que j'ai des jetons de casino, c'est collatérisé par le fait qu'il y a du vrai pognon que j'ai donné au casino pour avoir ces jetons et que si je reviens avec ces jetons, je récupère du vrai pognon.
Donc en fait, tous ces mécanismes-là de tokenisation et de banque, en fait, fonctionnent avec des programmes automatisés, 24 heures sur 24, connectés 7 jours sur 7, sans problème juridique, puisqu'en fait, il n'y a pas de problème de conformité, puisque c'est informatiquement géré, de manière claire et rigoureuse. Et chez Alira, on a une certaine fierté que j'avais envie de citer, c'est que, en fait, les compétences pour utiliser cette finance centralisée ont été considérées par le ministère du Travail du gouvernement français comme des compétences professionnelles. Il y a une certification professionnelle qui est liée effectivement à la finance centralisée, qui est portée par Alira, qui estime que oui, les métiers de la finance peuvent proposer ces options-là à leurs clients ou à leurs investisseurs parce qu'ils ont peut-être une affection au risque supérieure, peut-être parce qu'ils ont besoin d'un service beaucoup plus réactif que le service bancaire classique, peut-être parce qu'ils ont besoin d'avoir en fait des collaborateurs internationaux qui ne peuvent pas s'encombrer des frontières et des législations. Il y a plein de raisons d'utiliser la finance centralisée. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est une option comme une autre, comme la physique quantique est une option physique comme une autre. Finance décentralisée devient un vrai métier. Alors, pour l'État, c'est un vrai métier. C'est une reconnaissance, c'est très chouette. Ok. Alors, toi, tu as une vision assez poétique, je dirais même philosophique, de l'évolution de l'information à travers les âges. Et pour toi, tu dis la blockchain, c'est une nouvelle révolution dans l'accès à la connaissance ou une bulle parmi d'autres, c'est ça? Alors, il y a plusieurs choses à ça. Toutes les révolutions numériques ont connu en fait des périodes de bulle. Ça veut dire quand on se rend compte qu'une nouvelle porte des possibles s'ouvre, qu'on a des outils qui permettent de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant, l'être humain crée une avalanche d'opportunistes, une avalanche de rêveurs. Je les mets dans le même panier, même si la valeur des deux individus sont complètement différentes. Et parfois, il est très difficile de distinguer l'opportuniste, l'arnaqueur et le rêveur confirmé. D'autant plus quand on s'en y connaît pas beaucoup. Quand il y avait l'explosion d'Internet, entre ceux qui proposaient des sites farfelus et ceux qui ont créé les grands GAFAM d'aujourd'hui, difficile de faire le tri quand on s'y connaît pas. Donc souvent, on nous dit, les cryptos, Web3, l'IA, c'est comme la bulle d'Internet, ça marchera pas. Excusez-moi, mais la majorité des grandes fortunes aujourd'hui ont été bâties sur Internet. Donc, force est de constater que ça a quand même marché pour certaines personnes. C'est clair. Et donc, en fait, la bulle n'est pas un défaut, la bulle est un symptôme de ce qui réussit. Ça veut dire c'est une espèce d'explosion cambrienne où il est naturel et normal, et j'ose le dire, souhaitable, que des millions de personnes testent tout ce qui leur passe par la tête pour savoir ce qui va marcher. C'est comme dans biologie, c'est-à-dire qu'il y a des animaux complètement improbables qui ont existé pendant l'époque cambrienne. À la fin, il y a des animaux qui ont évolué et il y a plein de branches de l'arbre qui ont disparu parce que c'était des idées farfelues. Mais il faut qu'il y ait cette explosion-là pour qu'on teste tout. Pareil, quand il y a eu le chemin de fer, il y avait des centaines de compagnies de chemins de fer différentes. Quand il y a eu l'invention de l'automobile, il y a eu des centaines, on a tendance à oublier qu'il y a eu des centaines d'entreprises automobiles en France à une époque, avant que des grands groupes sérieux finissent par se cristalliser. Et donc, il est normal qu'il y ait une bulle dans le Web3, il est normal qu'il y ait une bulle dans l'IA. Donc, pour moi, c'est un symptôme bénéfique plutôt que quelque chose de critiquable. Voilà. L'autre point qu'il y a, c'est que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive comme ça, on peut faire dire n'importe quoi. Je donne un exemple très simple. On dit souvent que Bitcoin est utilisé par les criminels. Les analyses on-chain qui sont faites par la majorité notamment TradFin et les institutions qui dédient à le faire, sont unanimes sur le fait que Bitcoin est beaucoup moins efficace pour la criminalité que l'euro ou le dollar. Même en proportion, un criminel a beaucoup plus de chances d'avoir de l'euro que de la crypto. Il n'empêche quand même que si on vous le dit, tout d'un coup, ça met une situation de méfiance parce que vous ne connaissez pas l'objet. Je suis un concessionnaire auto et je vous montre une Audi et je vous dis attention, cette Audi est utilisée par les criminels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est hyper robuste, ça veut dire qu'elle fonctionne super bien. Vous n'allez pas vous empêcher d'acheter une bagnole parce qu'elle est utilisée par les criminels. Si par exemple, on vous donne un ordinateur et on vous dit attention, cet ordinateur, il est utilisé par les hackers. Je dis que c'est le meilleur ordinateur du monde. À la limite, c'est une référence. C'est une référence, ça veut dire que c'est le truc hyper robuste, même les hackers le prennent. Et si on vous dit attention, Bitcoin, c'est utilisé par les criminels, vous dites non, c'est cache-cher, je prends pas. Il y a quelque chose en fait de bizarre qui fait que normalement, si quelque chose est utilisé par les criminels, c'est que ça fonctionne, c'est que ça marche. Par contre, si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, où on doit se construire une idée autour de cet objet-là, on ne veut pas être mouillé sur quelque chose. Donc, on a un réflexe naturel, très défensif, un réflexe de survivant, qui fait qu'on s'éloigne de l'objet. Donc, en fait, le fait qu'il y ait une bulle, c'est bon signe, puisque justement, ça veut dire qu'il y a un univers de possibilités qui s'ouvre. Le fait que c'est utilisé par les criminels, ça veut dire que ça marche. Comme la voiture, comme téléphone portable, comme les ordinateurs, comme Internet, les criminels ont été les premiers à l'utiliser, tout simplement parce que eux, ils sont pragmatiques et ils n'ont rien à cirer de l'effet auréole des voisins. Donc, c'est pour ça qu'ils sont criminels d'ailleurs. Ce qui veut dire que eux sont très terre à terre et dès qu'un truc fonctionne, ils l'utilisent. Donc, on a, à mon sens, utilisé par les criminels bulles, les bons signes pour dire que ça va changer un peu la face du monde. Ok. Et alors, du coup, si je suis DRH ou directeur formation, en quoi le Web3 devrait m'intéresser ? Et si je veux m'en emparer, si je veux former mes équipes, est-ce que c'est intéressant pour moi d'ajouter une formation au Web3 à mon catalogue de formation ?
Pour moi, c'est nécessaire, déjà parce qu'il y a plusieurs certifications qui sont portées par France Compétences qui stipulent que l'utilisation d'un Web3 est devenu un vrai métier et que par conséquent, si c'est devenu un vrai métier, ça doit intéresser les DRH. Un autre point, c'est que globalement, on va définir rapidement ce que c'est que le Web3 pour que les gens comprennent rapidement. Le Web 1, on voit tout ce que c'est le très bon vieux web où on ne pouvait pas se connecter. À partir du moment où on pouvait faire un login mot de passe et créer son compte, est arrivé le Web 2, avec l'explosion des contenus, puisque globalement, ça crée les réseaux sociaux, ça crée des plateformes collaboratives, YouTube, et podcast et tout ça. Là, on est en train, toi et moi, de créer un contenu podcast qui va être déposé dans une plateforme, et cette plateforme n'a quasiment jamais créé de contenu. Elle laisse des bonnes âmes comme toi et moi créer du contenu. Et donc, globalement, le Web 2 a donc eu d'énormes révolutions. La particularité du Web 3, c'est qu'on ne s'identifie plus par login mot de passe. On a ce qu'on appelle un wallet, c'est-à-dire qu'on a un petit logiciel qu'on installe sur son ordinateur ou sur son navigateur et qui va détenir lui-même un secret cryptographique, un énorme mot de passe qui peut nous donner pour qu'on l'écrive sur un bout de papier. Et en fait, ce mot de passe-là a déjà une particularité intéressante, c'est qu'il permet de se connecter à tous les services Web3 par définition. Puisqu'en fait, les mécanismes ne reconnaissent pas les logins mots de passe dans le Web3, ils reconnaissent en fait les wallets. Donc déjà, une solution qu'on pourrait faire, c'est on parle de France Compétences, aujourd'hui, si on veut se connecter sur beaucoup de plateformes, ne nous cachons pas, on passe par Google, on passe par Apple, on passe par en fait une grande entreprise où on se dit, on arrête de retenir 3 milliards de logins mots de passe, on va passer par une entreprise où on sait qu'on a un compte et ça nous fait un portage d'authentification. Ce portage d'authentification, d'un point de vue souveraineté, il est désastreux. Parce qu'en fait, on dépend d'une entreprise étrangère pour avoir le droit de se connecter sur tout le web. C'est plus je me connecte à une application américaine, je veux pas être souverainiste ou chauvin, mais j'utilise une entreprise américaine pour connecter à tout le reste. Donc je suis très dépendante d'elle au final, et si à un moment donné on se fâche avec nos grands frères américains, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. La particularité du Web 3, c'est que c'est exempt de ça. Ça veut dire que dans les mécanismes informatiques qui sous-tendent le Web 3, il suffit que j'ai ce petit logiciel avec mon mot de passe et je peux me connecter à tout le Web 3 du monde et aucun pays, aucune entreprise ne peut m'empêcher de le faire. Donc en fait, c'est une façon très très libre d'aborder le Web 3 qui aborde en fait des applications qui justement réclament cette transparence et réclament cette indépendance des utilisateurs à se connecter. Et après, pour le coup, ça ouvre en fait un web plus transparent, un web plus équitable, un web plus distribué, un web sans GAFAM. Il faut dire les choses comme elles sont. Et après, effectivement, c'est un combat philosophique, c'est un combat politique. Pour la bonne et simple raison que oui, si vous êtes dans une entreprise et que ça ne vous dérange pas d'être dépendant de Google, vous n'avez aucun intérêt au Web3. Par contre, si à un moment donné, je lui dis, pour des raisons de souveraineté des données, pour des raisons de souveraineté des droits, je ne veux pas dépendre d'une entreprise étrangère pour permettre à mes clients d'accéder à un service, à ce moment-là, peut-être que le Web3 est une question importante à creuser. Et en priorité, tu penses que c'est plutôt les populations informatiques, finances, ou comme tu viens de le dire, puisque tu parles de clients, ça peut être un peu n'importe qui dans l'entreprise. Ça peut être tout le monde. Tout le monde qui a un ordinateur et un navigateur peut utiliser du Web3, comme tout le monde aujourd'hui peut utiliser du Web2. Je veux dire, globalement, le Web2 est utilisé à titre professionnel ou personnel par la majorité des gens. Le Web3 peut être structuré pareil. Après, un autre point qui est intéressant, et là c'est un aspect on va dire plus personnel, c'est que connaître les technologies du Web3 permet de voir le monde différemment et de voir le monde un peu plus dans sa complexité. Ce qui veut dire qu'on devient beaucoup plus attentif aux problèmes de souveraineté des données, à des problèmes en fait de sécurité, des problèmes de gouvernance des entreprises, qui est des problèmes qu'on ne voit pas lorsqu'on est en fait dans un espèce de facilité de je me connecte par Google. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il est important aussi pour les entreprises d'être un tout petit peu vigilantes à ce niveau-là. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et celles et ceux, à mon sens, qui s'en sortiront le mieux sont celles et ceux qui sont les moins dépendants des autres. Et pour finir, du coup, qu'est-ce qui, selon toi, va encore bouleverser nos façons de nous former dans les 5 prochaines années ? Je dis ça parce que tu parles souvent de transformation des outils pour travailler, pour penser, pour apprendre. Et toi-même, dans l'approche que tu as avec cette vision où tu as pris un peu de recul, comme tu l'expliquais, du coup, est-ce que tu te dis que il va y avoir des changements qui vont impacter aussi notre façon d'aborder le développement des compétences ? Ouais, alors plusieurs choses. La première, c'est que je pense que le rythme va beaucoup s'accélérer. Parce qu'en fait, les outils mutant de plus en plus rapidement, avec l'émergence de l'IA, avec l'émergence du Web3, des outils qui sont sympathiques aujourd'hui ne le seront plus dans 2 ans. Donc en fait, il y a une date de péremption des outils qui va s'accélérer. Ce qui veut dire qu'avant, on peut raisonnablement estimer que 2-3 ans suffit en date de péremption de ces outils. Je pense que tous les ans, il va falloir se resetter. Donc il va y avoir comme ça une habitude à s'auto-former régulièrement. Et je pense aussi, c'est le pari qu'a fait Alira, c'est que le distanciel va prendre une part considérable. Après la crise du Covid, Alira s'est mis en 100% distanciel. On n'a pas de locaux, tout simplement. Par contre, en fait, on a resimulé ce qui était bien dans les locaux.
le fait qu'on rentre dans une salle, le fait qu'on se dise bonjour, le fait qu'on allume sa caméra, le fait qu'on échange, le fait qu'en fait, on a des rapports extrêmement courtois et chaleureux avec les formateurs qu'on pouvait pas imaginer en distanciel. Souvent, quand on pense formation en distanciel, on voit, on écoute le prof, on n'interagit pas avec lui, c'est très froid. Et en fait, je pense que déjà, ma manière à moi, c'est de remettre de la chaleur dans les formations. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus facile que de faire des formations froides quand on crée du contenu généré par IA et des choses comme ça. Donc en fait, ce qui va, à mon avis, changer, c'est, je l'espère, un retour aux sources. Cela veut dire utiliser des anciennes méthodes qui fonctionnent depuis toujours, le questionnement aristotélicien et compagnie, mais en utilisant les nouvelles technologies. C'est-à-dire beaucoup de face-à-face pédagogique, beaucoup d'échanges avec des formateurs en temps direct, beaucoup en fait d'échanges écrits. Dès qu'on a une question, on la pose et l'écrit sur une plateforme et une demi-heure, 1 heure plus tard, on a la réponse. Il faut être dans l'instantanéité du savoir et ne pas être dans un espèce de... En fait, ce que j'appellerais moi de la formation continue, mais dans le sens jour après jour et pas c'est de tel jour à tel jour. Il faut que j'ai posé ces questions et avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. J'en ai un exemple très simple. Tout à l'heure, je suis en train d'animer des talks à l'IRA. On a discuté avec un professionnel qui a fait à l'IRA et qui maintenant nous explique comment il applique son métier avec des entreprises. La moitié des gens qui étaient pendant ce talk étaient des anciens apprenants d'à l'IRA qui venaient en fait continuer à récolter du savoir. Donc je pense qu'à un moment donné, plutôt que la formation soit quelque chose de très épisodique et pointu, à un moment donné de notre histoire, c'est qu'on sera plutôt adepte, abonné à des institutions, des organismes de formation qui nous forment quasiment toute notre vie. Je pense que demain, il pourrait y avoir des formations à vie. Ça veut dire de dire, bah voilà, je prends tel organisme de formation, je paye un abonnement annuel de temps, et dès qu'il y a un truc nouveau, ils me le disent, je me réserve, et en fait, je suis continuellement formé toute ma vie, accompagné toute ma vie, et je ne suis pas en fait dans le stress de me dire, est-ce qu'il faut que je me forme à ça ou à ça? Est-ce que je vais aller dans tel OF? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'ils vont m'arnaquer ou pas? Je pense en fait qu'il y aura un espèce d'abonnement, un peu comme vous avez un abonnement à votre antivirus, bah vous avez un abonnement à votre pérennité intellectuelle en ce qui concerne les Il outils. faudra bien choisir l'OF alors à ce moment-là, celui qui couvre tous les champs qu'on a envie. On peut changer d'abonnement après. Tout à fait. Merci beaucoup Daniel. Alors, je te propose maintenant de passer aux questions signatures du podcast. Alors, la première question, c'est comment fais-tu ta veille ? Alors, j'ai une chance immense. J'organise direction pédagogique dans un organisme de formation dédié à la tech. Ce qui veut dire que je suis en permanence en relation avec des personnes qui ont des veilles les plus pointues. Et donc, il y a des tas de réunions que je passe avec eux. Et en fait, comme le contenu d'Alira est updaté tout le temps, c'est eux qui viennent me voir en disant actuellement, Daniel, ce qui est intéressant, c'est ça. Je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement donner des cours là-dessus. Donc, en fait, je suis au milieu d'un carrefour où viennent en fait les retours de nos formateurs référents, viennent les retours de Virgile qui crée la newsletter d'Alira. Et j'ai pas forcément besoin d'aller chercher la veille à l'extérieur. Il n'empêche tout de même que quand je vais chercher la veille à l'extérieur, il y a plusieurs médias en fait qui sont indispensables pour l'écosystème Web3 et IA. Pour l'écosystème Web3, en l'occurrence, il y a Cryptost, qui est un journal que je suis régulièrement depuis ses tout débuts, puisqu'ils allient pédagogie et contenu. Et donc, en fait, je sais que leurs articles sont bien pensés. Il y a Twitter aussi, X. Je sais qu'effectivement, c'est un média qui est un tout petit peu décrié ces temps-ci. Mais il n'empêche que parmi les protocoles Web3, ils ont l'habitude en fait de passer par ce média-là. Et on a des news quasiment instantanées sur l'avancée technologique là-dessus. Donc, ces deux flux-là, Cryptost, Twitter et la position un peu privilégiée que j'ai, fait que j'ai par chance pas besoin de faire plus de veille que ça. C'est déjà bien, chouette. Je suis très gâté. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? C'est la formation de développement Web3, on l'appelait développement blockchain à l'époque, chez Alira. Pour la bonne et simple raison qu'à la base, je suis développeur back, c'est le développeur qui fait le code qui est dans les serveurs. Globalement, on va s'occuper des accès des utilisateurs, les logins, mots de passe, la sécurité, le stockage des données. Donc, en fait, tout ce que l'utilisateur ne voit pas, mais qui fait marcher la mécanique. Bon, du Web 2 au Web 3, il y a un changement total de paradigme dans le sens où le code qui fait fonctionner les serveurs doit être sécurisé, mais en même temps public, puisqu'on ne peut pas le cacher dans la blockchain. Qu'en même temps, l'authentification est complètement différente, ce qui fait qu'à terme, on va utiliser les outils de manière très, très différente. Ça commence peu à peu à se faire avec la finance centralisée qui a des cas d'usage et NFT en est un autre. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'avec un peu comme le génie qui est sorti de la bouteille ou que le dentifrice qui est sorti du tube, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. Ces outils-là existants, ils vont inévitablement métamorphoser les nouveaux usages. Et en tant que développeur, c'est un peu comme si vous étiez charpentier et qu'on vous montre qu'on a inventé le béton. Forcément, tu peux plus penser la construction d'une maison pareille si tu sais que le béton existe. Et donc, c'est l'effet que m'a fait les Web3.
Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, ce serait lequel ? En fait, c'est un peu de goûter tout avant de le juger. Le Web3, l'IA, les cryptos, ce sont en fait des technologies qui peuvent parfois faire un tout petit peu peur. Donc globalement, si quelqu'un veut se former à ça, n'étouffez pas sa curiosité et au moins ça vous fera un référent ou un ambassadeur qui vous dira sur quoi vous avez raison de craindre ou pas craindre. Dites-vous que si vous le faites pas, vos concurrents vont le faire et donc vaut mieux envoyer des éclaireurs pour savoir si vous avez raison de craindre ou pas. Donc ça a l'air très basique et bâti comme remarque, mais je pense qu'elle est importante. Très bien. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Daniel ? Il y en a une, puisque j'ai la paternité d'Alice au pays des cryptos. On a eu l'énorme privilège chez les éditions Faubourg d'avoir une deuxième édition. Et en fait, même moins d'un livre sur 10 connaît une deuxième édition. Et Alice est à sa deuxième édition, donc on a pu corriger les coquilles, mettre la préface de Jacques Favier, qui est le créateur du Cercle du Coin et qui est une des plus belles associations qui s'occupe en fait de la vulgarisation de Bitcoin. Donc globalement, je suis très heureux parce que pour le coup, c'est un livre qui a trouvé son public et c'était pas gagné. Mais le fait de raconter une histoire, apparemment, aurait bien fonctionné. Génial. On mettra les coordonnées de la BD dans les notes de l'épisode. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up ? Alors, en ce qui concerne les révolutions numériques, on a beaucoup parlé de Web3, mais il y en a une qui est tout aussi grande, si ce n'est plus, qui est celle de l'IA. Et en fait, mon référent chez Alira est Michael Faust, qui est un esprit brillant, ouvert et extrêmement bavard dans le bon sens du terme. Donc, je pense qu'il ferait un invité délicieux. Génial, merci beaucoup. Alors écoute, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je ne vais pas tout résumer parce que c'était assez riche. Mais ce que je retiens, c'est que finalement, on va vers l'évolution vers un vrai métier et que c'est plus espèce d'expérimentation. On se disait, ça va pas durer ces trucs, voilà, ça sert à rien, machin, ça. Donc, j'invite tout le monde d'aller soit lire ton roman graphique, soit s'intéresser à travers peut-être des épisodes comme celui-ci, mais peut-être d'autres un peu plus poussés, des webinaires pour pouvoir en savoir plus et qui sait, peut-être après se former pour pouvoir l'intégrer dans son métier. Je te remercie beaucoup, Daniel. Je t'en prie, Delphine. Merci à toi de m'avoir invité. Je peux donner comme conclusion quelque chose de très simple. La moyenne d'âge chez Alira, c'est 40 ans. Et en fait, c'est merveilleux d'accompagner au quotidien des gens comme ça qui sont restés curieux malgré leur âge. Donc, si je peux vous donner un conseil, n'étouffez jamais l'enfant qui est en vous. Soyez curieux de tout le temps. Bon, écoute, tu m'as donné envie, moi, d'en savoir plus. Parce que clairement, c'est un sujet, j'y connaissais rien. Mais là, je voyais pas ça sous cet angle. Donc, merci. Même si j'ai un peu plus de 40 ans, je suis quand même restée curieuse. Non, mais franchement, et puis en plus que c'est dur pareil, si tu prends une Alice et qu'on se croit, je te dédicace avec toi. Je peux te l'envoyer si tu veux dédicacer, il n'y a pas de souci. Eh ben, merci beaucoup, avec plaisir. Alors, et peut-être à une prochaine fois. Merci Delphine, à une prochaine, j'espère. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.